7 décembre 1941. Siège social de la Marine impériale, Tokyo. L'amiral Ozami Nagano a analysé les rapports de Pearl Harbor avec un sourire de satisfaction. 8 Américains endommagés ou coulés. Près de 200 ont détruit des avions, 2400 personnes ont perdu des vies. La flotte du Pacifique des États-Unis est paralysée. Ce que Nagant ne pouvait pas imaginer, et aucun stratège japonais ne serait en mesure de prédire, c'est que les navires âgés, rouillés sur les réserves américaines oubliées, étaient sur le point de devenir la base de la plus grande expansion navale de l'histoire. En seulement 2 ans, les chantiers navals américains atteindraient des rythmes de production que les Japonais considéraient tout simplement impossibles, jetant des navires dans la mer à une vitesse que la marine impériale ne pouvait même pas suivre, encore moins détruire. La renaissance des flottes réservistes. À l'embouchure de la rivière James, près de Fort Eustis, en Virginie, une flotte fantôme attendait son destin. Là, des dizaines de navires de la Première Guerre mondiale, plus d'une centaine, selon les estimations, ils ont pourri dans des eaux calmes, ont été au moins possibles depuis les années 1930, lorsque les coupes budgétaires du Congrès les ont laissés dans un membre bureaucratique, trop précieux pour éliminer, trop coûteux pour restaurer, trop obstrué à importer. Jusqu'au matin du 7 décembre, tout a changé. Les travailleurs du chantier naval de Norfolk et les entrepreneurs civils ont envahi le mouillage avec une mission apparemment absurde, réactiver chaque navire possible immédiatement. Les premiers rapports ont été décourageants. Machines à inonder, machines corrodées au-delà de la reconnaissance, nids d'oiseaux dans les conduits de ventilation. Dans un pont, la végétation poussait déjà entre les structures rouillées. Mais en quelques semaines, l'impossible a commencé à se produire. Des navires qui n'avaient pas navigué pendant des décennies ont revisé à la vie, crachant de la fumée noire par des cheminées endormies. L'USS Bridgeport, un ancien transatlantique allemand saisi en 1917, a été l'un des premiers à ressusciter. Jusqu'au printemps 1942, des dizaines de navires, pas les glorieux navires de guerre, mais les éléments essentiels des navires auxiliaires, des pétroliers, des cargos et des transports ont déjà fonctionné. C'étaient des vaisseaux sanguins vitaux dans un corps militaire qui avait besoin de chaque coquille qui pouvait flotter. L'erreur mortelle de Tokyo. Alors que les Japonais ont célébré leur victoire, leur service de renseignement, petit, surchargé et aveugle au véritable potentiel américain, a tenté de calculer la capacité industrielle américaine. Les estimations d'avant-guerre étaient dérisoires, au plus 500 000 tonnes de navires de guerre par an, peut-être 2 millions de tonnes de navires marchands, même dans le maximum d'efforts. Les analystes japonais avaient donné, à déclarer au chantier naval, mesurer la production d'acier, évaluer la main-d'œuvre disponible. Les rapports des adidos navals à Washington ont décrit les inefficacités, les grèves, les tensions raciales et une complaisance typique en temps de paix. Un document a même souligné que les travailleurs américains ont refusé les heures supplémentaires et les chantiers navals opéraient en dessous de la capacité. Mais ils n'ont vu que la surface. Ils n'imaginaient pas que les mêmes syndicats, considérés comme problématiques, signeraient des accords de non-sérigraphie pendant la durée de la guerre. Ils ne prévoyaient pas que la ségrégation raciale, une fois un obstacle, ouvrirait des fissures, pourtant limitées, aux minorités dans les emplois de défense. Lorsque certains policiers ont osé suggérer des nombres plus élevés, ils ont été ignorés. Après tout, la doctrine japonaise, Kaikei-san, présupposait une courte guerre, a décidé dans une bataille navale définitive. Pourquoi s'inquiéter de la capacité industrielle américaine si le conflit se terminait avant la construction de nouveaux navires? En 1943, les États-Unis produiraient plus de 19 millions de tonnes de navires, près de 10 fois les Japonais pensaient possible. Ce n'était pas seulement un défaut d'intelligence. C'était une cécité stratégique, l'incapacité de comprendre qu'une société entière pourrait devenir là. Jour. La mobilisation de la Commission maritime. Ce qui était une agence du New Deal, gérant le déclin de la marine marchande, est devenu le cerveau derrière la plus grande opération de construction navale de l'histoire. Sous le commandement de l'amiral Emory Esland, un homme qui comprenait à la fois l'ingénierie et la bureaucratie, l'ordre était clair, construire des navires plus vite que l'ennemi ne pouvait les couler. Avec des pouvoirs élargis, le comité a repris les chantiers navals, redistribué les matières premières, organisé le travail et orchestré chaque étape de la production. Cette symphonie logistique, invisible aux yeux japonais fixés uniquement au comptage des coques, s'avérerait aussi décisive que les navires eux-mêmes. Le programme Liberty Ship, basé sur un projet britannique de cargo simple, est devenu le symbole de cette révolution. Conçu avec une technologie obsolète exprès, moteur de piston au lieu de turbines modernes, des lignes droites au lieu de courbes complexes, elles ont été conçues pour être assemblées par des travailleurs sans expérience. Le premier,
SS Patrick Henry, sorti le 27 septembre 1941, a pris 244 jours pour se préparer. Au début de 1942, cette fois est tombée à moins de 100 jours. À la fin de l'année, certains chantiers navals ont livré des navires en moins de 50 jours. La courbe d'apprentissage était raide et implacable. Et le facteur humain? Les programmes de formation accélérés ont transformé les agriculteurs en marins en semaine. L'Académie de la marine marchande a réduit son cours de 4 ans à 18 mois. À la fin de la guerre, plus de 250 000 nouveaux marchands s'étaient formés, une flotte plus grande que toute la force de la mer japonaise. La révolution de Kaiser. Henry J. Kaiser est arrivé dans le secteur naval sans aucune expérience préalable, mais avec des idées qui changeraient l'histoire. Votre secret? Impliquant le compliqué. Dans ses chantiers navals à Richmond, en Californie, 4 unités avec 55 lignes de montage, il a appliqué la logique de la production de masse. Alors que les chantiers navals traditionnels ont construit des navires séquentiels de la quille au pont, Kaiser les a divisés en sections parallèles, l'arc a été assemblé pendant la poupe, les maisons de pont ont été préfabriquées et prêtes. Le travail a été réinventé. Au lieu de former des constructeurs navals complets, il a créé des experts, un soudeur ne pouvait dominer qu'une sorte de joint, mais pour le répéter parfaitement des milliers de fois. Kaiser a également éliminé tous les obstacles. Manque de logement? Construit des villes entières. Santé précaire? Créer ce qui allait devenir le Kaiser permanent. Enfants sans soins. Centre de garderie ouvert 24 heures. Rien ne pouvait déranger la production. Jusqu'au milieu de 1942, leurs chantiers navals ont remis les navires Liberty à des rythmes jamais vus. Le rythme était implacable. Bien que les rapports de dossiers de construction spécifiques soient analysés avec prudence, la production soutenue de production était indéniable. Seuls les chantiers navals de Richmond livreraient plus de 700 navires pendant la guerre, un nombre qui a contesté la logique industrielle de l'époque. Paradoxe de Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor, malgré le succès tactique, a conduit des erreurs stratégiques mortelles. L'amiral Yamamoto Isoroku, l'architecte de l'opération, comprenait mieux le potentiel américain que ses supérieurs. Diplômé à Harvard et passant par Washington, il avait vu de près la capacité industrielle des États-Unis. Son célèbre avertissement « Nous avons réveillé un géant endormi », bien que probablement apocryphe, reflétait une vérité incontournable, l'Amérique, une fois provoquée, ne se retirerait pas. Le succès immédiat de l'attaque a semblé valider les plans japonais. Mais des éléments cruciaux ont été ignorés. Les transporteurs de la flotte du Pacifique n'étaient pas à Porto. Pire, Pearl Harbor infrastructure, dock, clear deposit, submarine base, restent intactes. Ces fonctionnalités ont permis une récupération étonnamment rapide. Encore plus décisif était l'effet psychologique. L'Amérique d'avant-guerre était divisée, hésitante, isolationniste. Pearl Harbor a unifié le pays. En un instant. Les travailleurs qui ont auparavant résisté à des heures supplémentaires ont maintenant travaillé sur des doubles équipes. Les syndicats sont suspendus. Les femmes occupaient des emplois en nombre jamais vu. Les chiffres de production racontent cette histoire, les livraisons de navires sont accélérées mois par mois en 1942. Chaque augmentation a non seulement représenté de nouveaux chantiers navals entrant en fonctionnement, mais un système qui a perfectionné chaque jour, des travailleurs plus qualifiés, des processus plus agiles, une logistique plus précise. L'explosion productive. Jusqu'au milieu de 1942, les chantiers navals américains ont déjà fait ce que les stratèges japonais pensaient impossible. Les navires Liberty ont laissé des quais dans la progression arithmétique, 5 en janvier, 14 en mars, 33 en juin, 67 en septembre. L'apex est arrivé en octobre 1943, lorsque 106 navires Liberty ont été achevés en un seul mois, plus de 3 par jour. L'intelligence japonaise a débattu pour expliquer ces chiffres. Lorsque des sources neutres ont signalé des centaines de nouveaux navires américains dans les ports de l'Atlantique, les analystes japonais ont suggéré des théories sauvages, les Américains expliqueraient plusieurs fois les mêmes navires, y compris les navires d'eau douce ou tout simplement mentir. Toute explication était plus plausible que d'accepter la réalité, les États-Unis avaient transformé la production navale en une science exacte. Chaque navire Liberty était le résultat d'une chorégraphie industrielle monumentale. Des milliers de tonnes d'acier devraient atteindre la séquence exacte. Les moteurs de différents fabricants devaient être livrés au bon moment. Des composants de centaines de fournisseurs ont coulé sans interruption. La capacité organisationnelle derrière elle était aussi impressionnante que les navires eux-mêmes. Pendant ce temps,
la flotte de réserve réactivée a apporté un soutien crucial, les navires de navires réguliers ont rendu les navires endommagés à de longues expéditions au chantier naval, les pétroliers ont étendu la gamme d'action des opérations, bien qu'ils portent des charges dangereuses. Ils ont gardé le flux d'armes dont la doctrine américaine de la puissance de feu a besoin. Le témoignage des sous-marins japonais. Les commandants des sous-marins japonais étaient les témoins les plus directs de cette transformation. Ces rapports de patrouille, souvent rejetés par les supérieurs comme une exagération, ont documenté la métamorphose de la puissance navale américaine. Le commandant de la IE-19 Kinashi Takakazu a coulé le porte-avions de la guêpe USS en septembre 1942, un succès spectaculaire. Mais ces patrouilles suivantes ont révélé un scénario de plus en plus hostile, des trains plus grands, des escortes plus denses, des patrouilles aériennes incessantes. Jusqu'en 1943, l'attaque d'un train américain était devenue une mission de suicide. L'évolution de la guerre anti-marine, alimentée par l'abondance industrielle, a redéfini le Pacifique. Escort aircraft porte-avions convertis de couvre-d'air étendus des sabots marchant loin de la côte. Des centaines d'escortes détruisant des sous-marins chassés. Le radar et le sonar se sont améliorés chaque mois. En 1943, les sous-marins japonais avaient abandonné des opérations offensives, réduites à des missions de ravitaillement pour les garnisons isolées. Les chasseurs sont devenus la proie. Un commandant résumé d'amertume, les Américains semblent avoir construit un destroyer pour chaque grain de riz au Japon. La machine de guerre du chantier naval Kaiser. Le complexe de Richmond était la quintessence de la production américaine à son apogée. Faisant 24 heures sur 24, avec des quarts de travail ininterrompus, le système de préfabrication avait atteint un niveau de sophistication sans précédent. Des sections entières des navires ont été montées séparément, 200 tonnes sont arrivées prêtes, les escouades sont livrées avec des haches d'hélice déjà installées, des maisons atterrisées avec la plomberie et le câblage fini. C'était comme mettre en place un puzzle géant tridimensionnel. La main-d'œuvre comprenait un nombre sans précédent de femmes, jusqu'à 30% dans certains chantiers navals, et les minorités qui, malgré la discrimination persistante, occupaient des postes avant. Interdit. La plupart des travailleurs avaient moins d'1 an d'expérience, mais la productivité a dépassé les normes d'avant-guerre. L'infrastructure de soutien était tout aussi impressionnante, des kilomètres de rails transportaient des matériaux, colossal crânes, certains conçus pour soulever des poids que les ingénieurs traditionnels pensaient impossibles, ont positionné les sections avec une précision chirurgicale. Des ateliers mécaniques, des pièces moulées et des zones d'assemblage fonctionnaient en séquence synchronisée, comme les moulins d'une horloge suisse, uniquement à l'échelle industrielle. Reconnaissance japonaise de la défaite inévitable. La perception que la guerre a été perdue est venue à des moments différents, mais a suivi un modèle, après que les succès initiaux aient eu un doute progressif, suivi de l'acceptation soudaine de l'impossibilité mathématique. La défaite à Marianne en juin 1944 a été le point de tournée. La bataille de la mer des Philippines, surnommée le Grand Massacre de Pérus of the Mariana par les coureurs américains, a démontré une supériorité écrasante. Le Task Force 58 a pris plus de porte-avions, un délicat et des escortes que toute la marine impériale japonaise avant la guerre. L'aviation navale japonaise a été décimée, plus de 400 avions perdus contre moins de 30 américains. L'amiral Toyoda Somu, commandant de la flotte combinée, admettrait plus tard, après les Mariannes, « J'ai appris que la guerre était perdue. Les Américains avaient construit une marine à laquelle le Japon ne pouvait pas faire face, fournie par des flottes marchands qui ne pouvaient pas couler, soutenue par une industrie qui ne pouvait pas correspondre. » Lorsque le BE-29 a commencé à survoler le Japon fin 1944, à partir de la base de Mariana, la supériorité américaine est devenue visible même pour les civils. Bien que les combattants japonais puissent avoir des difficultés à atteindre l'altitude des bombardiers, ils ont rarement réussi à les intercepter. Chaque BE-29 était un symbole tangible de ce que l'industrie américaine pouvait produire, complexe, coûteux, fabriqué en masse. L'évolution vers les navires de la victoire. Alors que les navires Liberty ont quitté les inondations dans l'inondation, la commission maritime travaillait déjà dans son successeur, les navires de la Victoire, conçus pour surmonter les limites de Liberty sans abandonner la production de masse. Plus rapide, plus résistant, plus efficace. La grande innovation ? Vitesse. Le 11 navire maximal de la vitesse de Liberty les a transformés en proie facile en sous-marins allemands. Les navires de la Victoire, cependant, ont rompu cette vulnérabilité avec un avantage décisif, 15 à 17 nœuds, une vitesse suffisante pour s'échapper des sous-marins émergés et réduisent considérablement les temps de trajet. Ce n'était pas seulement une question de pouvoir, c'était une révolution dans la conception.
Les améliorations de la coque ont éliminé les faiblesses structurelles qui ont fait des fissures de navires Liberty sous pression. La transition de la production n'était pas un obstacle, mais une démonstration de l'agilité industrielle. Les chantiers navals ont échangé les lignes de montage de Liberty contre la Victoire sans perdre de rythme. Les travailleurs ont dominé les nouvelles techniques sans sacrifier la productivité. Jusqu'au milieu de 1944, les navires de la Victoire ont déjà laissé des quais au même rythme rapide que leurs prédécesseurs les plus simples. Plus de 500 seraient construits, beaucoup servant pendant des décennies après la guerre, preuve définitive que la quantité et la qualité n'étaient pas ennemies, car l'ingénierie et la gestion ont travaillé en phase. Mais la vraie transformation n'était pas seulement en acier, mais chez les gens qui l'ont façonné. Les chantiers navals sont devenus des laboratoires de changement social. Les femmes, auparavant confinées aux articles secondaires, exploitaient désormais une torche, des rivets et des grues avec une précision chirurgicale. Les Afro-Américains, malgré les barrières racistes qui ont persisté, ont remporté des postes qualifiés auparavant. Henry Kaiser ne se limitait pas à révolutionner la production, a-t-il redéfini ce qu'il voulait dire soutenir une main-d'œuvre. Son système de santé prépayé, créé pour garder les travailleurs en bonne santé et productifs, anticipait le modèle d'assurance médicale moderne. CREC. Il a travaillé 24 heures sur 24. Des projets de logement comme Vampire City, près de Portland, ont hébergé plus de 40 000 personnes presque toute la nuit, devenant instantanément la deuxième plus grande ville de l'Oregon. Ce n'était pas la philanthropie, c'était un calcul stratégique. Les travailleurs en bonne santé ont donné plus. Les mères ayant accès aux garderies pourraient travailler sur n'importe quel quart de travail. Les travailleurs vivant près des chantiers navals ont perdu moins de temps dans le transport. Chaque obstacle à la productivité a été identifié, analysé et éliminé. Les résultats étaient spectaculaires. Les heures de maison par navire ont chuté à mesure que l'expérience accumulée et les processus perfectionnés. À la fin de 1944, un navire Liberty ne nécessitait que un tiers du temps de travail qu'il a consommé en 1942. Ce n'était pas seulement l'efficacité, c'était une réinvention du concept même du travail industriel. La guerre était surmontée non seulement avec des armes, mais avec des feuilles de calcul, des horaires et une obsession de l'optimisation qui ont transformé la routine impossible. Lorsque 1945 est arrivé, la défaite des mathématiques de la japonais était indéniable. La campagne aux Philippines a prouvé que les États-Unis pourraient projeter une force écrasante n'importe où dans le Pacifique. Les flottes d'invasion avec des centaines de navires, soutenues par des lignes d'approvisionnement étirées par les océans, se sont déplacées comme des engrenages d'un mécanisme incessant. À Iwo Jima, la puissance de feu américaine concentrée a surmonté tout ce que l'histoire militaire avait enregistré. Les bombardements préliminaires ont consommé plus de munitions que de nombreux pays dans leurs arsenaux complets. À Okinawa, la flotte rassemblée a dépassé 1400 navires, probablement la plus grande concentration navale jamais vue. Les attaques de kamikazes, une tentative désespérée d'infliger des pertes non durables, ont pu couler des dizaines de navires et endommager des centaines. Dans les guerres passées, cela aurait paralysé une campagne. Contre la capacité industrielle américaine, ils n'ont été absorbés et remplacés que des nombres sans impact stratégique. Jusqu'à l'été 1945, la marine américaine opérait avec une abondance occasionnelle qui, en 1941, aurait une science-fiction similaire. Les navires endommagés ont été réparés et retournés au combat. Les navires perdus ont été remplacés. L'équation était devenue irrésistible. Les bombes atomiques qui ont raccourci la guerre ont éclipsé une vérité fondamentale, le Japon a déjà été vaincu par la guerre industrielle conventionnelle. Les bombardements ont accéléré la reddition, mais n'ont pas provoqué de défaite. Cela avait déjà été scellé dans les chantiers navals américains. Entre décembre 1941 et août 1945, les chantiers navals américains ont livré plus de 5000 navires marchands, totalisant plus de 50 millions de tonnes de taille brute. Le Japon ne s'est pas rapproché de ce volume. En quelques mois, les États-Unis ont construit plus de navires que l'Empire japonais pendant toute une année. Mais la différence n'était pas seulement quantitative. Chaque navire américain a incorporé des améliorations continues. Le contrôle de la qualité a évolué à mesure que la production montait. L'innovation ne s'est pas arrêtée, elle faisait partie du processus. Cette combinaison, qualité constante, qualité et amélioration, prouve que la victoire n'était pas un miracle, mais le résultat inévitable d'un système qui a transformé l'industrie en arme. La commission maritime des terres de l'amiral avait orchestré le triomphe de la logistique. Les navires ont été construits plus rapidement que l'ennemi ne pouvait les couler.
Les équipages ont été entraînés plus rapidement que l'ennemi ne pouvait les éliminer. C'était la victoire de l'arithmétique industrielle. Une transformation qui redéfinirait l'équilibre mondial des pouvoirs. L'erreur japonaise n'était pas une simple intelligence, mais une idée fausse fondamentale sur la capacité de mobilisation américaine. Ils ont vu l'inefficacité de la paix et ignoré le potentiel de la guerre. Ils ont dit aux navires sans comprendre le système qui les multiplierait. Ils se sont préparés aux batailles tandis que l'Amérique s'est armée pour une guerre de production. Henry Kaiser et ses pairs n'ont pas construit non seulement des navires, ils ont révolutionné la fabrication. Ces méthodes échoent dans les usines du monde. Les changements sociaux qui ont stimulé la reconfiguration de la société américaine. Les capacités organisationnelles qu'ils ont démontrées sont devenues le fondement de la logistique moderne. La dimension humaine, cependant, porte à la fois le triomphe et la tragédie. Les travailleurs américains ont effectué des miracles de production, les forces japonaises se sont battues avec bravoure contre l'impossibilité mathématique. Les civils des deux côtés ont payé le prix de la guerre, mais le résultat a été dicté par la capacité industrielle, pas l'héroïsme. Les leçons restent à jour. Le pouvoir industriel soutient toujours la force militaire. La capacité productive définit également les options stratégiques. Les démocraties détiennent toujours un potentiel de mobilisation qui surprend ceux qui ne voient que leurs lacunes en temps de paix. Les navires de la flotte de réserve qui sont retournés en service en 1941 ont transporté plus que les charges du Pacifique, preuve qu'une démocratie industrielle pourrait passer de la conformité pacifique à la domination de la guerre avec la vitesse et l'échelle qui ont détruit toutes les hypothèses sur les limites de la guerre moderne. Dans les chantiers navals américains, ils n'étaient pas seulement des navires, mais un nouvel ordre mondial, une coque à la fois. L'équation était simple, l'Amérique construit plus rapidement que le Japon a coulé, a entraîné des équipages plus rapidement que l'ennemi les a décimés, a produit des fournitures plus rapidement que l'adversaire ne les a consommées. Ce n'était pas seulement la victoire, c'était la réinvention de la guerre elle-même. L'âge des batailles décisives s'était terminé. L'âge de la guerre industrielle était venu. Le Japon a appris cette leçon pour la défaite écrasante. L'empire qui semblait invincible en décembre 1941 a été ruiné en août 1945. Pas en retard par des tactiques plus élevées, mais par une production plus élevée, pas pour un plus grand courage, mais pour une plus grande capacité. Les flottes qui ont refait surface des eaux américaines ont déclenché un tsunami industriel qui a transformé la guerre du Pacifique d'un conflit militaire en une certitude mathématique. Le paradoxe final ? La reconstruction japonaise adopterait les mêmes méthodes qui ont détruit son empire. Les chantiers navals japonais absorberaient les techniques de production américaines. L'industrie japonaise embrasserait la fabrication de masse. Les cours de guerre feraient du Japon un pouvoir économique, prouvant que les capacités industrielles qui gagnent des guerres renforcent également la paix. En fin de compte, l'histoire de la flotte fantôme américaine ne concerne pas les navires, il s'agit de la métamorphose de la guerre. Lorsque la capacité industrielle trouvera la volonté nationale, lorsque les démocraties se mobilisent pour la guerre totale, lorsque la production devient une stratégie, les calculs militaires traditionnels perdent du sens. Les navires de la flotte de réserve qui sont retournés en service en 1941 ont non seulement aidé à gagner une guerre. Ils ont démontré qu'à l'ère moderne, l'usine est aussi décisive que le champ de bataille, la chaîne de montage aussi vitale que la ligne de front et l'arithmétique industrielle, le dernier arbitre de la victoire.